L'histoire dont nous allons parler aujourd'hui est tirée du livre de Kathleen Barneron appelé « Et pourtant tu étais ma maman ». Je tiens à vous prévenir d'avance, c'est un témoignage extrêmement difficile à entendre qui parle de maltraitance infantile à un degré assez élevé. Relater ce genre d'histoire a pour but de sensibiliser à un sujet insupportable dont il faut parler afin que nous puissions être plus alertes face à l'intolérable, car une fois encore, malheureusement dans cette histoire, beaucoup de personnes ont été témoins ou soupçonneuses de près ou de loin, et pourtant le calvaire de la petite Kathleen a duré 6 longues années. Petite enfance avec Caro et Gabriel. La petite Kathleen est une Française originaire du sud-ouest de la France. Kathleen grandit dans les années 60, élevée non pas par ses parents, mais par son parrain Gabriel et sa marraine Caro, pour une raison qu'elle ne connaît pas à l'époque. C'est un couple aimant qui la surnomme ma petite princesse et qui la couvre de cadeaux et d'amour. Bref, c'est un foyer heureux et pour autant, Kathleen a conscience qu'il n'est pas normal qu'elle n'ait pas sa vraie maman, comme les autres petites filles de son âge, et fantasmera alors l'idée qu'elle vienne un jour la chercher. Le jour où sa mère entre dans sa vie. Les années passent, et c'est le 1er décembre 1971 que ce qu'elle pense être un miracle se produit. C'est une journée normale pour Kathleen, qui est à l'école comme tous les jours, lorsque son directeur vient la chercher en classe et lui demande de le suivre. Dans le couloir, le directeur lui dira ces mots qui changeront sa vie à tout jamais. « Il y a ta maman en bas ». Ni une ni deux, Kathleen, folle de joie de retrouver enfin sa maman tant attendue, dévale la cage d'escalier et aperçoit au loin 3 personnes qui l'attendent. Une dame qui se révélera par la suite être une fausse assistante sociale, un monsieur qu'elle n'identifie pas dans un premier temps, et la troisième, c'est sa maman. Elle le sent instantanément, elle en est sûre, c'est elle, et elle se jette dans ses bras. Après cette très rapide embrassade, le directeur de l'école remet un dossier à la fausse assistante sociale et Kathleen est directement emmenée avec eux dans une voiture blanche, une Renault 4L, sans vraiment comprendre ce qu'il se passe. Arrachée à sa vie. La voilà donc embarquée avec ce qui sera désormais ses nouveaux parents, à savoir sa maman et son nouveau compagnon, Maupin, pour son nouveau domicile. Et le voyage en voiture ne se passe pas bien. Au départ, les 2 parents sont à l'avant du véhicule et Kathleen et l'assistante sociale factice sont à l'arrière. Et tant qu'ils sont à 4, les choses se passent relativement bien pour la petite. Des jouets un peu miteux sont même disposés sur la banquette arrière, qui, soit dit en passant, est extrêmement sale comme le reste de la voiture, pour faire croire à un accueil chaleureux. Mais rapidement, les choses se gâtent. Dès que les 2 parents ont déposé la fausse assistante sociale, la petite fille, traversée par 1000 sentiments, se ressaisit et souhaite comprendre ce qu'il se passe. Elle demande alors « Vous me ramenez à l'école maintenant ?» Et elle recevra pour réponse « Toi, tu la boucles ou je me fâche ». Et ces mots, jetés en pleine figure, sont les premiers mots du gros bonhomme au volant. Choquée par cet abord, elle l'observe, les yeux ronds, sentant que quelque chose ne va pas. Sa mère se retourne alors sur elle et dit « Ne le regarde pas comme ça, on dirait que tu vas le mordre, n'oublie pas que ce monsieur-là, c'est ton papa. » Les choses sont posées. Kathleen a les dents serrées. Et elle apprend dans la foulée qu'elle a un frère, Didier, et 2 sœurs, Liliane et Christelle, arrivées dans l'appartement de l'enfer. À leur arrivée dans un gros bloc qui abrite l'appartement familial, ses frères et sœurs l'approchent, visiblement plus intéressés par son joli cartable et tout ce qu'il contient que par Kathleen, et la dépouillent littéralement de tous ses accessoires d'écolière. Après avoir été privée de ses affaires, sa mère, Suzanne, lui montre la chambre où elle va coucher avec ses frères et sœurs, et ça n'est pas du goût de tout le monde. Et pour cause, voilà l'accueil qu'elle recevra par sa nouvelle fratrie. Elle dormira dans le même lit que ses 2 autres sœurs, tête à l'envers entre leurs pieds, et elle apprendra ce que veut dire le mot « bâtarde » dès les premières minutes de son arrivée. Bouleversée, elle demande alors quand est-ce qu'elle reverra ses parents, et Suzanne lui répond « Les autres là-bas, c'est fini pour toi ». Dans l'incompréhension et déracinée de ses repères avec une brutale violence, Kathleen sent alors que ses yeux se troublent de larmes. Sa mère approche alors son visage du sien et la petite pense qu'elle va recevoir un bisou maternel des plus réconfortants, mais il n'en est rien puisque Suzanne presse son front sur le sien et murmure seulement « Tu vas payer maintenant, tu vas payer, crois-moi ». L'enfer de la maltraitance.
Dès le lendemain matin, elle connaîtra déjà le sentiment d'humiliation et de rejet, puisque dès le départ pour l'école, dépouillée de son joli cartable en cuir et de ses effets par ses nouveaux frères et sœurs, on lui donne un sachet plastique de supermarché pour seul nouveau cartable avec un vieux stylo à l'intérieur. À la question des carnets de notes, on lui répondra qu'elle n'a qu'à envoler là-bas. Arrivée à l'école, elle utilise pour la première fois un stylo plume avec de l'encre pour écrire en classe et par maladresse, elle fait tomber de l'encre sur son pupitre. Pour l'essuyer, elle utilise un petit mouchoir en coton que sa nouvelle maman Suzanne lui a donné le matin même. Et la même journée, à la pause déjeuner, ayant pris pour habitude avec son parrain de confesser ses crimes aussitôt réalisés, elle décide de donner le mouchoir taché d'encre à Suzanne en gage d'honnêteté, comme pour déjà se repentir. Mais elle comprend rapidement que son honnêteté ne sera pas récompensée. Bien au contraire. La nouvelle est aussitôt relayée à Maupin, le compagnon de sa mère, qui monte dans une colère noire, ce qui a pour effet d'effrayer la petite Kathleen, qui se met alors à mentir pour essayer de s'en sortir. À dire que la maîtresse l'a obligée à essuyer l'encre avec son mouchoir pour essayer de s'en sortir, et au bout de quelques mensonges, Maupin lève la main et lui donne une gifle puissante, si puissante qu'elle s'en mord la langue. Puis, d'un revers, il l'envoie percuter la boîte à pain posée non loin. Sa poigne la soulève alors et la fait décoller du sol. Il l'attrape dans la foulée par les cheveux et commence à lui asséner des coups violents sur tout le corps. Sous le choc, elle tombe alors sur le carrelage et tente de se recroqueviller, mais les coups de pied qu'elle continue à recevoir sont aussi silencieux qu'efficaces, et quand Maupin la laisse enfin tranquille, elle est persuadée d'être morte. La journée passe ensuite après le premier traumatisme d'une longue et triste série, et le soir arrive enfin. Et Kathleen découvre pour la première fois ce qui constituera l'essentiel de ses repas futurs, c'est-à-dire 2 oignons crus avec la peau et les barbes. L'enfer existe désormais pour la petite fille et c'est son quotidien. Chaque moment passé sans violence devient une petite victoire sur la vie dans la tête de Kathleen. Une mère perverse, Kathleen esclave. Si Maupin se révèle dès les premiers instants être un personnage violent, sa mère Suzanne est quant à elle très dangereuse. Avec cette femme règle l'ambiguïté. Si d'emblée Kathleen est distinguée de ses frères et sœurs afin d'instaurer une proximité forcée, ce ne sera pas son seul fardeau puisqu'elle est réduite à l'état d'esclave. Quand elle n'est pas à l'école, elle doit consacrer la totalité de son temps à décharger sa mère de ses activités les plus basses. Elle commence donc très jeune à l'aider à parfaire sa beauté en lui brossant les cheveux, en lui épilant les sourcils, en huilant sa peau et en lui faisant les ongles. Il est donc très fréquent pour Kathleen de lui limer les ongles des mains et des pieds pour lui poser du vernis rouge. Et si la petite a le malheur de faire mal à Suzanne avec la lime à ongles, elle reçoit une gifle d'un geste brusque qu'elle n'a pas le temps d'esquiver. Docilement, elle s'exécute au moindre désir de sa mère, qui n'hésite pas à lui tirer des mèches de cheveux lorsque la petite servante tarde trop à obéir, avec une jouissance froide dans le regard. Les types de ces vices qu'elle a pu connaître ressemblent à ces quelques exemples que je vais vous donner. Après une brimade d'enfant où Kathleen dit à sa sœur qu'elle est plus jolie qu'elle, sa mère l'oblige, pour la punir, à rester nue devant la fenêtre de l'appartement HLM en vis-à-vis, rideau grand ouvert, exposé en équilibre sur un pied et main sur la tête. Elle est chargée également de faire les courses pour toute la maison et donc d'humecter les odeurs de viande, de légumes frais dans les épiceries et les boucheries, de voir et toucher fruits, biscuits, yaourts dans les supermarchés, alors qu'elle ne peut se nourrir que d'oignons crus, qui, je vous le rappelle, constituent son seul repas quotidien. On ne lui fête pas ses anniversaires, elle se fait battre violemment par Maupin le jour de Noël, qui d'ailleurs lui prend ça comme un jeu. Sa mère peut aussi la réveiller la nuit, peu importe l'heure parce qu'elle fait une insomnie, pour lui demander de lui préparer une tisane ou de lui masser les pieds. Et pour l'assouvir un peu plus, elle lui tire les cheveux ou la frappe avec une casserole. Dans les mains de Maupin, rapidement, elle comprend qu'elle deviendra son jouet. C'est un homme extrêmement craint dans le quartier. Il inspire la peur à tout le monde, tant il est violent. Il est d'une ambivalence déroutante. Il la pousse à être chamailleuse, menteuse et même voleuse. Lorsque Kathleen se rend à l'école, il exige d'elle qu'elle dérobe des cahiers et des crayons.
Par la suite, il prendra même l'habitude le samedi matin de venir s'asseoir sur un banc juste sous la fenêtre de sa classe. Le but pour lui est de s'assurer qu'elle perturbe les cours à sa demande. Et si elle ne le fait pas, les sanctions tombent. Et dans le cas contraire, si elle perturbe la classe, elle est également punie, ce qui fait que la sanction ne varie pas, mais le motif, lui, oui. L'école ne dénonce pas. Mais vient un jour où, à force de dérober les cahiers de classe régulièrement, la petite se fait pincer par la maîtresse. Depuis son arrivée à l'école, les enseignants l'ont clairement identifiée comme un cas social, et même en cachant les traces de ces mauvais traitements, il est impossible de dissimuler l'air malheureux et négligé et la malnutrition dont elle souffre, et c'est sans parler de l'odeur pestilentielle d'oignon qui la suit partout. Inquiets de sa situation, les responsables de l'école ont réalisé un examen discret, aidés d'une psychopédagogue qui constate rapidement que Kathleen est une enfant maltraitée, et afin d'éclaircir la situation, elle convoque les parents de la petite et la rencontre va extrêmement mal se passer. La grosse erreur qui est faite est surtout de convoquer les parents et la petite en même temps, ce qui aura pour effet de provoquer la peur de l'enfant et la pétrifiera. Dès le départ de cet entretien, Maupin, qui ne comprend pas ce que médico-psychopédagogue veut dire, se tient sur la défensive et commence les hostilités. Il exige immédiatement qu'on leur foute la paix, pour reprendre ces termes. Il la traite de greluche, de connasse, qu'elle ferme sa boîte à merde, etc. Bref, des noms d'oiseaux. Et en guise d'au revoir, il la saisit par le col et lui dit « Je te promets que si jamais tu mouftes, je te retrouve et je t'écrabouille tellement les jambes que tu passeras le reste de ta putain de vie dans une charrette, c'est clair ?» Terrorisée, impuissante, l'intervenante scolaire ne donnera jamais suite à cette rencontre. Les sévices continuent. La tentative d'intervention de l'école ayant été avortée, les sévices continuent. Et c'est du type Kathleen qui porte des chaussures pointure 26 alors qu'elle chausse du 23 et qui se fait enguirlander par sa mère car sa démarche ressemble à celle d'un canard. Elle est d'ailleurs chaussée de bottes de pluie en caoutchouc en plein été. Un jour de chance, sa mère Suzanne emmène les enfants chez le coiffeur et Kathleen a le droit également à une coupe de cheveux. La mère perverse, face à la satisfaction de la petite de se trouver jolie avec sa nouvelle coupe, décidera de recouper les cheveux de Kathleen dès l'arrivée à la maison afin de l'humilier un peu plus encore, clôturant son acte sadique par cette phrase « Voilà, au moins tu ressembles à ce que tu es, une andouille ». Visite de Caro et Gabriel. Depuis son enlèvement à l'école, Kathleen, elle n'a toujours pas ni revu ni reçu de nouvelles de son parrain et de sa marraine qui, souvenez-vous, l'ont élevée jusque-là d'un amour sain et bienveillant jusqu'au jour où elle apprend qu'ils vont passer leur rendre visite et ce n'est pas du tout au goût des parents qui s'affairent immédiatement à laver le cerveau de Kathleen en exigeant d'elle qu'elle ne manifeste pas son plaisir à les voir et surtout qu'elle ne parle pas des mauvais traitements qu'elle reçoit, sinon elle sera bien évidemment battue. Kathleen s'exécute donc à vivre cette rencontre dans le mensonge et la fourberie, n'ayant aucun moyen de comprendre ce qui lui arrive et n'entrevoyant plus aucune porte de sortie, puisque les seules personnes de confiance dans sa vie sont Gabriel et Caro, et à l'heure actuelle, ils s'en vont. Et elle ne les reverra plus, et surtout, il la laisse à son cauchemar quotidien. Elle est donc abandonnée une fois encore. 50 coups pour 50 francs. Un matin, Kathleen est envoyée une énième fois pour faire les courses familiales avec un billet de 50 francs. Vivant en HLM, elle est souvent amenée à croiser des jeunes de tout âge, habitant les bâtiments voisins, et une petite fille seule qui marche sans compagnie avec de l'argent sur elle, c'est une proie facile pour les petites frappes du quartier, et c'est de cette façon qu'elle se fait dépouiller de ses 50 francs et se retrouve démunie. Mais le pire reste à venir. Elle n'ose même pas envisager son retour en ayant perdu l'argent confié par sa mère, et elle se demande même si éventuellement elle peut fuir ou se tuer. Et pendant de très longues minutes, une demi-heure peut-être, elle cherche un échappatoire, tout en sachant finalement qu'il n'y en a aucun. Elle a la chair de poule à l'idée de penser qu'elle devra suivre la colère de Maupin en s'étant fait voler ce billet. Et sur le trajet du retour, en sueur, elle ne cesse de chercher quel mot utiliser pour annoncer la nouvelle à son arrivée. Et la scène se déroule comme suit. Kathleen arrivera en disant « On m'a volé mon porte-monnaie ». Suzanne, qui ne paraît finalement pas vraiment surprise, lui répond « Avec l'argent ?»
Kathleen, oui. Suzanne, tu l'as fait exprès, ça t'amuse? Kathleen, non. Suzanne la dénonce alors immédiatement à Maupin. Suzanne s'adresse donc à lui en lui disant « La gamine s'est fait voler du fric ». Maupin lui répond « Combien ?»« Je ne sais pas. Combien ?» Maupin en profite alors pour se rapprocher d'elle et lui murmure à l'oreille « Combien tu dis ?» Kathleen répond « 50 ». Maupin « Comme tu voudras ». Brutalement, il frappe son front du bout de la main et elle se cache aussitôt le visage, elle a compris. Maupin et un et deux nouveaux chocs violents entre les omoplates cette fois, puis un coup de pied sec dans les reins. Plus les chiffres défilent et plus la correction est violente, ça n'en finit plus. Kathleen, entre quelques coups, finit par tomber sur le carrelage et demeure prostrée, se protégeant le visage autant que possible pendant que les coups s'abattent. Au bout d'un moment qui lui paraît interminable, Maupin reprend « et de 50 et un pour la route ». Et ce dernier coup de pied enfonce les côtes de Kathleen, malgré le fait que ça fait déjà un moment qu'elle ne sent plus rien, tant la douleur est forte. Elle ne perd pas tout à fait connaissance, mais elle est inerte. Maupin demande alors à son frère Didier de la transporter au lit, où elle sombre aussitôt dans un état comateux qui durera près de 48 heures. Elle sera tellement commotionnée que ses parents la dispenseront d'école durant sa convalescence, mais ce qui ne signifie pas pour autant qu'elle sera dispensée de ses tâches de ménage, repassage ou corvée de tout ordre. Manger ses excréments. Le point qui va venir est vraiment déroutant, choquant, difficile à entendre et à concevoir. Et j'ai longtemps hésité à l'évoquer dans cette vidéo, mais je pense que rien n'est plus représentatif de la folie perverse de Suzanne que cette histoire que voici. À vivre dans l'angoisse en permanence, puisque des moments de calme sont toujours suivis de crises violentes, la petite Kathleen a mal au ventre et ses intestins la brûlent et elle est en proie à de violentes crises de diarrhée. Lors d'une de ces crises, elle n'a pas le temps d'arriver aux toilettes à temps et remplit donc sa culotte d'excréments incontrôlables. Sa mère, excédée, la gifle et mettra sa culotte dans un sachet plastique jusqu'au soir où elle l'obligera à manger le contenu de sa culotte devant ses frères et sœurs, hilares de la situation. C'est inaudible. Les viols commencent. Les supplices sordides en tout genre continuent et perdurent sans cesse quand son beau-père Maupin décide de l'initier quasi quotidiennement au sexe en la violant. Je vous passe les détails sordides des sévices infligés, mais sachez juste que la fréquence des viols était quotidienne et passera même par la suite à plusieurs fois par jour. Je précise aussi que son monstre de mère, car il n'y a pas d'autre façon d'en parler, le sait et va même jusqu'à poser la question à Maupin de savoir si la petite est, je cite, « meilleure qu'elle à la fellation ». Bien sûr, pas en ces termes, ça a été demandé d'une façon bien plus vulgaire, comme vous vous en doutez. Personne n'essaye de la sauver. En 1972, les services d'assistance aux enfants maltraités n'existaient pas encore. Un jour, on l'a mise pantalon aux chevilles, fesses à l'air, dans le jardin commun du bloc H&M. Et Maupin s'est amusé à tirer sur la petite Kathleen avec un pistolet à billes, sur les fesses donc, au vu et au su de tout le monde, voisins compris, qui d'ailleurs prenaient soin de fermer leurs volets quand le jeu pervers commençait. L'enfer se termine enfin. En 1976, une dénonciation est faite à la DAS pour mauvais traitement. Une assistante sociale se présente alors 3 fois au domicile et profitera de l'absence de Maupin, qui entre-temps a développé un cancer et est donc hospitalisé. C'est à ce moment-là qu'elle va pouvoir récupérer les petits à leur domicile. Jusqu'au dernier moment, Kathleen cherchera sa maman, Suzanne, pour lui dire au revoir, et Suzanne s'était déjà arrangée pour disparaître avant les adieux. De bout en bout, c'est une enfant qui n'a jamais été aimée par cette mère. Durant le trajet en voiture avec l'assistante, Kathleen réalise peu à peu ce qui lui arrive. Et c'est tout juste si elle ose respirer normalement. Elle pense vivre un rêve, mais ne parvient pas à se détendre. Ce n'est qu'une fois arrivée dans les locaux de la DAS qu'elle éclate en sanglots. Ça y est, c'est terminé. Après 6 ans d'enfer, c'est fini. Elle continuera un certain temps, avec l'insistance assez lourde de sa sœur Liliane, à rendre visite à sa famille lors des week-ends, mais arrêtera rapidement.
Et arrivé au bout de sa maladie, Maupin mourra à peine une semaine après qu'elle soit partie, et on obligera Kathleen à aller à l'enterrement, dont elle gardera d'ailleurs un sentiment aigu de frustration, qui est celui de l'injustice, de voir son tortionnaire partir sans avoir subi la justice des hommes. Réponse de Kathleen, adulte, à sa mère. Kathleen, s'adressant directement à sa mère dans son livre, dira « Non, Suzanne, tu ne m'as pas détruite. Au contraire, tu m'as fortifiée contre ta volonté. Tu m'as poussée sans le vouloir à tirer de la vie tout ce qu'elle peut offrir de bon et de noble. Ton vice a fait de moi une amoureuse de la vertu. » Après l'écoute de cette histoire, plusieurs questions restent ouvertes. Je ne sais pas pour vous, mais moi, la première qui me vient à l'esprit, c'est de savoir pourquoi sa mère a-t-elle dû l'enlever un jour d'école et pourquoi avec ce subterfuge de fausse assistante sociale. Parce que le bon sens nous pousserait à croire que si elle est sa vraie mère, elle n'a pas besoin de tout ça. Comment se fait-il aussi qu'elle ait été élevée par son parrain et sa marraine? Et pourquoi n'ont-ils rien fait pour venir la sauver après l'enlèvement par sa mère? Eh bien, pour le comprendre, il est nécessaire de revenir à la naissance de la petite Kathleen afin de comprendre le scandale qui l'entoure. Les informations dont je vais vous parler sont tirées de son livre Témoignages, et je tiens à vous préciser que les recherches de Catherine concernant le mystère qui entoure sa naissance ne sont que théoriques, puisque la malheureuse, malgré ses efforts de recherche, n'a jamais pu entendre la vérité. Il s'agit donc d'un ensemble de déductions qu'elle emboîte les unes dans les autres. Donc Kathleen, à la naissance, comme la plupart des gens, a été reconnue par deux parents. La mère, c'est Suzanne, que vous connaissez, et le père officiel, entre guillemets, c'est Danny Paraudot. Mais il n'est en vérité que son beau-père, puisqu'il l'a reconnue aux yeux de la loi, certes, mais que Kathleen est le fruit d'une union précédente. Ça, c'est quelque chose qu'on sait dès le départ. Il s'avère en fait que Suzanne, qui a toujours dit à Kathleen qu'elle était née d'un adultère avec son vrai père appelé Olivier, qui n'est autre qu'un voisin de Suzanne ou de sa maman, c'est un homme qui est enrôlé dans l'armée et qui, lors d'une permission pendant la guerre d'Algérie, va mettre enceinte Suzanne alors qu'il est tout juste jeune marié. On dira donc à Kathleen que Danny l'a reconnue pour étouffer le scandale de l'adultère d'Olivier. Donc ça, voilà, c'est la version avec laquelle Kathleen va grandir avant d'investiguer plus que ça, de se poser ces questions et de faire tout ce travail de recherche de son identité, de là où elle vient vraiment, avec son mari, dont je vous parlerai plus tard. Mais l'histoire est bien plus macabre que ça en réalité. Olivier est en fait le fils de Caro et le beau-fils de Gabriel. Souvenez-vous, la marraine et le parrain. Vous l'aurez compris, Olivier est donc né d'un précédent mariage de Caro. Ensuite, elle a rencontré Gabriel, qui est devenu donc le beau-père d'Olivier. Le cœur de l'histoire, c'est que par déduction, par rapport aux dates, aux années pendant lesquelles se déroulait la guerre d'Algérie, à l'âge de Kathleen, etc., l'idée qu'elle est la fille de Suzanne et d'Olivier, ça ne colle pas. En termes de date, c'est tout bonnement impossible. Ce qui est sûr, c'est que Suzanne et Olivier ont bien eu un enfant ensemble, mais ce ne sera pas Kathleen. Ils auront un petit garçon, en réalité, qui portera le prénom de Yannick et dont il existe une photo que Kathleen a pu voir. Donc on sait que c'est une réalité, on sait que c'est vrai. Ceci dit, le petit Yannick disparaît très vite, quelques mois seulement après sa naissance, dans des circonstances peu claires, et c'est rien de le dire. Tantôt il est dit qu'il est mort, tantôt qu'il a peut-être été arraché à Suzanne par Gabriel pour les faire chanter. Mais chanter pour quelle raison ? Eh bien, la théorie la plus plausible, c'est que Caro, donc la mère d'Olivier, j'espère que vous gardez bien les liens en tête, Caro, la mère d'Olivier, a une relation incestueuse avec son fils et de cette relation va naître la petite Kathleen. Kathleen sera alors ballottée de grand-mère en tante de tous les côtés possibles de sa naissance à ses 2 ans afin d'être gardée et qu'on puisse s'occuper d'elle parce qu'il est hors de question de garder cet enfant incestueux. Donc l'enfant est ballotté et pendant 2 ans. Donc vers l'âge de 2 ans, Caro incite Olivier, son fils, lors de sa fameuse permission quand il revient de la guerre d'Algérie, à coucher avec Suzanne, la voisine. Il fait en sorte qu'elle tombe enceinte. Le petit Yannick, 9 mois plus tard, voit le jour. Et Gabriel, qui a la réputation de traîner dans le banditisme, s'arrange, comme il est dit dans le livre, bien sûr. Et c'est là où c'est pas tout à fait clair pour Kathleen, parce que Gabriel s'arrange pour soit se débarrasser du petit Yannick et obliger Suzanne et Danny à reconnaître Kathleen,
de façon à s'autodésigner avec Caro, parrain et marraine de la petite, ce qui leur donne le droit légal de s'en occuper. Soit le petit Yannick meurt véritablement de cause naturelle, et la suite du schéma reste la même. Ils imposent à Suzanne la reconnaissance de la petite Kathleen pour en avoir la garde officielle en se désignant parrain et marraine. Et dans chacun des scénarios, l'avantage profite à Caro et Gabriel, qui d'ailleurs n'ont jamais réussi à avoir d'enfants ensemble, et qui, par la même occasion, étouffent le scandale immoral et inentendable de cette naissance incestueuse. Dans ce plan funeste, Gabriel, lié, comme dit précédemment, au banditisme, fait jouer quelques contacts et parvient à embaucher Maupin pour surveiller Suzanne et Dany et surtout pour leur flanquer la trousse. Mais au bout de quelques années, Maupin se rapproche de Suzanne et finit par devenir son compagnon fixe et comprend qu'il tirerait plus d'avantage à récupérer la petite Kathleen et à la tenir en otage que de rester en dehors du tableau. Et cette histoire incroyablement tordue pourrait expliquer, et je dis bien expliquer et non pas justifier car rien ne justifie cela, la haine que Suzanne porte envers Kathleen, qui a remplacé son enfant Yannick, conçu dans l'amour, par une petite qui est le fruit de l'inceste entre une mère, Caro, et son fils, Olivier. J'espère que cette dernière partie va être claire et que vous allez la comprendre. Le livre a été écrit par Catherine elle-même, qui je pense a été dans un grand flou au moment où elle l'a écrit, surtout par rapport à ses questionnements, et qui n'avait peut-être pas encore abouti la réflexion. Ce qui fait que c'est très flou, c'est très compliqué, il n'y a aucune théorie qui va venir prendre plus de poids et en écraser une autre, tout est vraiment de l'ordre de la supposition. Donc j'ai essayé de vous transcrire ça le mieux possible en vous faisant les bons liens entre les bonnes personnes et en vous expliquant en tout cas le champ des possibilités qu'elle a laissé ouvert. Malheureusement, cette famille n'a jamais parlé, on n'est pas dans un milieu où on dit les choses, on sait qu'il y a un énorme scandale. On sait que ça ne colle pas en termes de date, ça ce sont deux certitudes. Maintenant, c'est le travail de Catherine, ça a été de piocher un peu dans les peu d'éléments qu'elle avait, sortir ses théories qui concordent avec des souvenirs qu'elle a, des choses qui se sont passées dans son enfance. Il n'y en a pas plus de choses pour l'instant. Sachez que tous les noms qui sont cités sont des noms d'emprunt, sont des prénoms d'emprunt. C'est un choix de Catherine, donc on va le respecter. Un épilogue a été rajouté à ce livre et dans cet épilogue, on apprend un petit peu plus sur la suite des choses, sur la vie notamment pour Catherine. Puisque Kathleen, je vous rappelle, c'est le nom d'emprunt de son livre, Catherine, c'est son vrai nom. Le 2 mai 2000, elle a tiré sur son mari. Son mari, qui en fait est cité dans tout le livre et qui l'a accompagné tout au long de ses recherches, qui est cité comme un mari aimant, accompagnant, etc., visiblement était un homme violent avec elle, qui la battait, plus âgé qu'elle. Elle explique que c'est par rapport à son enfance, le fait d'avoir été traitée de la sorte, humiliée toute son enfance, lui a fait aller chercher un homme qui se comportait de la même façon avec elle, et c'est quelque chose qu'on voit souvent, malheureusement. Elle explique que cet homme a été violent envers elle, des années durant, qu'elle a souhaité divorcer de lui, que sa grosse erreur a été justement de lui faire part de son envie de divorcer, que les choses ont dégénéré, qu'elle avait 2 enfants avec lui, qu'elle n'aurait pas pu prendre les enfants et partir, et elle a donc, dans un désir de sauver sa vie et celle de ses enfants, commis l'acte impardonnable, donc elle a tiré sur son mari, et bien sûr elle s'est retrouvée en prison. Après le livre. À l'heure de l'apparition du livre, Suzanne continue à mener sa piètre existence sans que personne ne lui ait demandé des comptes. Cependant, Kathleen écrit dans son livre témoignage que justice sera bientôt faite grâce à son avocat, mais les noms cités dans son livre étant des noms d'emprunt, il m'a été impossible de trouver la suite de cette affaire dans les médias. Mais sachez tout de même que le premier exemplaire de son livre a été envoyé à Suzanne, dédicacé évidemment par Kathleen, accompagné de 2 oignons crus, symboliquement. Concernant la maltraitance infantile, je voulais quand même vous mettre en avant quelques chiffres. Par exemple, pour la France, dans l'Hexagone, plus de 50 000 enfants et adolescents par an sont victimes de maltraitance. En 2018, il y a une étude qui a démontré qu'en France, un enfant meurt tous les 5 jours tué par sa propre famille. Et les chiffres ont de cesse d'augmenter, car en 2019, une famille sur 3 n'était pas connue des départements pour des faits de danger sur mineurs. Je vous mets en visuel les numéros à contacter en cas de suspicion de maltraitance, ainsi que quelques autres informations supplémentaires en rapport avec ça, parce que j'ai trouvé des graphiques assez bien faits qui mettent en avant le fait que que c'est souvent la famille qui est responsable de maltraitance, à commencer par la mère avec un certain pourcentage suivi du père, etc. Donc je trouve ça très intéressant d'en prendre connaissance. Comme je vous vois dans mes statistiques, les Belges, les Suisses, les Canadiens, les Québécois
Je sais qu'il y en a quelques-uns qui regardent mes vidéos. Je vous mets également les numéros en cas d'urgence concernant la Belgique, donc où c'est le 119. La Suisse, je vous ai mis un site en ligne où vous pouvez consulter selon votre canton, etc., quel est l'organisme le plus proche, ainsi que le Canada avec un numéro d'appel d'urgence qui est le 514 896 31 00. J'avais aussi envie de vous préciser qu'il vaut mieux appeler trop vite et peut-être se tromper que de laisser des vies détruites à jamais, car ces traumatismes ne s'effacent jamais du cœur d'un enfant. Ils apprennent juste à cohabiter avec.